En France, plusieurs influenceurs sanctionnés pour pratiques commerciales trompeuses, mais pas seulement. Ils sont sommés d'afficher sur leurs réseaux sociaux qu'ils ont violé la loi. Et oui, c'est la conséquence d'un nouveau texte législatif. La France devient ainsi le premier pays d'Europe à définir juridiquement le statut de l'influenceur. On en parle avec Jacques Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, conférencier, auteur de plusieurs livres sur Internet, les écrans et les réseaux sociaux. Dernier en date à paraître ces prochains jours. Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux, édition Télémarque. Avant de vous entendre, Jacques Hainaut, vous le savez, cette loi a suscité beaucoup de commentaires en France, mais bien au-delà des frontières. On va prendre la direction de la Suisse, où notre partenaire, la RTS, s'est penché sur cette loi. Récit signé Théo Janet. Ils s'appellent Ilan Castronovo, Léa Monchicourt ou encore Capucine Anave, des influenceurs qui font la promotion de produits en tout genre sur leurs réseaux sociaux. Certains cumulent des millions d'abonnés. Ils se sont fait épingler par les autorités françaises pour pratiques commerciales trompeuses ou pour ne pas avoir mentionné explicitement le caractère promotionnel de leurs publications. Ils devront afficher cet avertissement sur leurs réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Oui, j'ai été rappelé à l'ordre, alors ça fait rire beaucoup de personnes, mais j'ai pas pris d'amende. J'ai été condamné seulement et uniquement car j'ai oublié l'hashtag sponsorisé sur certains de mes placements de produits. De base, je ne fais pas ça pour l'argent. Bon, je vais pas vous mentir, un petit peu quand même. La France serre la vis avec les influenceurs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des projets de loi pour encadrer la profession. Une étape inévitable pour cet expert. C'était quelque chose qui allait arriver un jour ou l'autre. Moi, je suis impressionné par la qualité avec laquelle c'est fait. On a quelque chose qui est bien fait et puis qui permet de quitter le monde du Far West et puis qui réussit à placer des règles claires et puis qu'on peut suivre. Dans son agence de marketing, Olivier Kennedy travaille avec des influenceurs au quotidien. Pour lui, ces remises à l'ordre feront date. Alors je pense que cela va modifier le métier et le rendre encore plus professionnel. Et c'est bien pour la branche, c'est bien pour ceux qui consomment le contenu des influenceurs, donc pour tout le monde, pour le grand public, mais c'est aussi bien pour les marques parce qu'elles travailleront avec des gens qui travaillent dans un cadre légal. La France compte 150 000 influenceurs, un métier nouveau autour duquel un cadre légal commence à se dessiner. Un cadre légal, Jacques Hainaut, pourquoi maintenant, selon vous ? Écoutez, parce que c'est près de la vie de tous les jours des Français. Effectivement, beaucoup d'enfants subissent des arnaques, se font influencer par des spécialistes du maquillage. Il y a aussi eu des drames liés à des promotions pour des médicaments qui ne sont pas des médicaments, des thérapies qui sont non médicamenteuses, miraculeuses, on va dire, non médicamenteuses et miraculeuses. Donc il y a beaucoup de scandales. Je pense que ça touche la vie des Français. Donc le gouvernement a sans doute voulu aller là se faire proche des Français, comme il le fait depuis quelque temps. On sort du Far West, comme le disait cet intervenant, vous êtes d'accord avec lui ? Alors sur le papier, la loi effectivement est très bien faite. On définit ce que c'est qu'un influenceur, il doit avoir un statut juridique, il doit créer une entreprise, on définit ce qu'est un agent d'influenceur, on dit bien que ça concerne tous les influenceurs visibles en France, donc ça concerne aussi les influenceurs, on ne vise pas Nabila qui est à Dubaï, qui sont à l'étranger, donc ils devront avoir un représentant en France pour qu'on puisse les contacter. Ces influenceurs devront bien effectivement afficher sur leur message, sur leur publication, publicité ou coopération commerciale. S'ils ne le font pas, c'est 2 ans de prison, jusqu'à 2 ans de prison ou 300 000 € d'amende. Les influenceurs les plus jeunes, les mineurs sont protégés. Les plateformes doivent mettre en place un bouton permettant de signaler ce type de contenu inapproprié. La DGCCRF va créer une brigade spéciale. Voilà, direction, pardon, vous avez tout à fait raison, le mot est un peu compliqué, direction générale de la répression des fraudes, mais je pense que j'en oublie une partie. La concurrence de la répression des fraudes. J'en oublie une partie. Va embaucher 15 personnes, une brigade des influenceurs, sachant, et c'est là où on rentre dans le vif du sujet, qu'il y a, d'après Bruno Le Maire lui-même, 150 000 influenceurs ou créateurs de contenu en France. C'est un métier pour vous ? Alors, juste la proportion 15 personnes à la DGCCRF pour surveiller 150 000 personnes. Ils vont avoir beaucoup de travail. Ouais. Et puis après, donc, on va pouvoir signaler, les influenceurs eux-mêmes vont pouvoir signaler des collègues pas très respectueux, nous-mêmes on va pouvoir signaler, la DGCCRF va pouvoir signaler aux plateformes qui devront retirer rapidement les contenus. Ouais, c'est un métier selon vous ? Mais juste pour finir sur le compliqué, c'est que
on ne sait pas ce que les plateformes vont faire. Parce qu'en fait, on renvoie la balle aux plateformes qui, elles, vont devoir réagir. Effectivement, on leur signale quelque chose, mais elles ont juste l'obligation de réagir rapidement. Et elles ne sont pas obligées de suivre les recommandations de la DGCCRF, etc. Elles pourront dire, non, elles pourront justifier en disant, nous, ça nous semble tout à fait correct. Donc, le travail, in fine, c'est les plateformes qui vont le faire. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, etc., tout ce que vous voulez. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que je vais répondre enfin à votre question, merci de votre patience. Est-ce que c'est un métier? Écoutez, apparemment, il y a 150 000 personnes qui essaient d'en vivre. Il y en a quelques-unes qui en vivent très très bien. Dans le monde, on connaît des influenceuses qui gagnent 15 millions de dollars par an. Ouais. Et en France, vous avez une moyenne sur les revenus? Alors, les chiffres sont un peu... On sait qu'il y a des influenceurs qui ont 8 millions de followers, d'abonnés sur les différents réseaux. Alors, ils ne publient pas tout à fait leurs revenus. Certains peuvent gagner 10 000. Il y a des études qui disaient que l'ENA Situation, par exemple, elle faisait partie en fonction de la tranche d'âge, des 10 plus riches, des moins de temps. Enfin, oui, alors, ils peuvent gagner peut-être jusqu'à 10 000 euros par mois, donc, ce qui est déjà énorme, ce qui effectivement doit les mettre dans les 10%. La loi, d'ailleurs, elle encadre ça. Tous les revenus gagnés par les mineurs iront d'abord aux parents, les moins de 16 ans, il me semble, c'est bien cela? C'est ça, donc il y a ce qu'on appelle, on leur constitue un pécule, donc qui est bloqué. Et donc les parents ne peuvent pas y toucher. 96% donc des sommes, si je ne me trompe pas dans le pourcentage, 96% des sommes touchées par ces mineurs sont bloquées et leur constituent un pécule pour leur majorité. Les parents ne peuvent pas toucher à ces 96%. C'est comme les enfants acteurs, comédiens. Exactement, c'est exactement le même principe. C'est la même chose. 60% des comptes ciblés par la répression des fraudes, DGCCRF, pas dans les clous, 60%, ça c'était avant la loi. Que va changer cette nouvelle législation selon vous? Alors je pense que maintenant les influenceurs, les youtubeurs, toutes les personnes qui vont publier des contenus vont faire attention à rester effectivement dans les clous. Il y a maintenant un cadre effectivement bien précis. C'est pas toujours voulu d'ailleurs de transgresser la loi. Il y avait des oublis. Parfois c'est sincère de permettre qu'on se fait de la pub. L'un des influenceurs le dit. Voilà, un des influenceurs suisses qu'on écoutait tout à l'heure le disait. Il a oublié un hashtag. Voilà. Je pense que c'est pas forcément le hashtag qui est important. C'est vraiment il doit y avoir un bandeau. Ouais. Pendant tout le spot, pendant toute la publication, toute la vidéo. C'est unique au monde, unique en Europe. On a peut-être vu beaucoup d'emballements. Unique au monde, peut-être pas. Unique en Europe, oui. À ma connaissance, oui, non, c'est unique en Europe et unique au monde. Alors après, c'est vrai que les influenceurs, c'est surtout l'Occident. Donc c'est quand même l'Europe, les États-Unis, le Canada, quelques pays en Asie, certainement en Chine. Mais là, en Chine, c'est peut-être un peu plus obscur comme pratique. J'aimerais qu'on ouvre ce grand angle avec vous, et pour cause, vous êtes l'auteur du livre « Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux », c'est chez Télémark. Est-ce que vous diriez que cette nouvelle loi française, elle peut ouvrir la brèche vers d'autres textes législatifs? On pense par exemple à ces drames qui défraient la chronique en France, notamment les suicides d'enfants harcelés. Récemment, notamment avec le cas de Leslie, qui a beaucoup choqué en France. Alors, écoutez, très franchement, l'appareil législatif existe en France depuis longtemps en ce qui concerne le harcèlement, en ce qui concerne l'interdiction, par exemple, d'exposer les enfants à la pornographie, etc. Donc, on peut refaire des lois qui La loi ne résout pas tout. Voilà, on peut refaire des lois qui vont remélanger un peu les lois existantes avec un nouvel objectif plus centré sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont en cours au niveau de l'Europe aussi pour mieux protéger les enfants. Par exemple, les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux seront débranchés si les réseaux sociaux savent qu'il s'agit d'enfants, sachant que beaucoup d'enfants s'inscrivent sur les réseaux sociaux en tant que majeurs. Donc, c'est très compliqué. Mais vous dites que la loi ne peut pas tout, mais je peux vous rétorquer que, je veux dire, c'est utopique. On sait très bien que, non, tous les enfants ne vont pas vite quitter les réseaux sociaux. Donc, en attendant, il y a une réalité. Oui, il y a une réalité, mais j'interviens. Moi, j'ai fait ce livre parce que d'abord, je suis père de 3 enfants. Une petite dernière qui a 17 ans. Pas petite dernière, mais qui passe encore beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, malgré mes recommandations et malgré le contrôle parental que nous avons installé. Je suis intervenant dans des établissements scolaires, j'interviens devant des enfants du primaire, devant des collégiens, devant des lycéens, depuis plus de 10 ans, et je vois les conséquences des réseaux sociaux, je vois les conséquences de l'exposition aux écrans. Je vois par exemple le temps d'attention de ces enfants qui a énormément baissé en quelques années. Au début, lorsque j'intervenais, il était très facile de garder l'attention des enfants pendant 20 minutes à peu près, ce qui est l'attention normale d'un être humain, etc. Aujourd'hui, vous avez du mal à les tenir pendant 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils se couchent tard et ils consultent les écrans avant de dormir? Alors, il y a d'abord le fait qu'ils soient habitués à avoir des contenus extrêmement courts.
Donc TikTok, c'est des vidéos de quelques secondes, de quelques dizaines de secondes maximum. Donc l'attention et après on passe à autre chose. Après, donc, l'attention elle est tout le temps coupée. Et puis effectivement, il y a aussi le problème de la fatigue. Et ils regardent beaucoup d'écrans le soir, ils regardent beaucoup d'écrans bleus qui vont envoyer à leur cerveau un signal disant c'est pas encore le moment de s'endormir. Donc non seulement ils se couchent plus tard, mais une fois arrivés au lit, ils vont avoir du mal à s'endormir. S'ils ont vu des contenus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent les traumatiser, eh bien, ça va peut-être leur faire des cauchemars. Donc ils dorment moins bien, ils dorment moins longtemps. Le lendemain matin, ils sont fatigués. Mais c'est quoi la moyenne d'utilisation des réseaux sociaux ? Si on prend TikTok, si on prend Instagram, Facebook? Écoutez, lorsque j'interviens devant des collégiens, lorsque je leur dis qu'en moyenne, nous, êtres humains français, nous passons 2 heures sur notre smartphone, je vais être familier, hein, ils rigolent, voilà, ça les fait rire. Donc vous avez, moi je fais des sondages à main levée, donc qui passent plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures, on a qui disent passer plus de 8 heures. Ouais. Mais est-ce que c'est une question d'éducation, vous diriez alors? Je pense qu'il y a une question de sensibilisation des parents et des enfants. Voilà. Et je pense si on veut vraiment sauver, pour cette génération-là, je crois que c'est un peu tard, si on veut vraiment sauver les générations qui sont derrière, il va falloir réduire le temps d'écran, il va falloir vraiment encadrer, il va falloir faire pression sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, pour qu'effectivement, ils utilisent moins d'outils addictifs, entre guillemets, pour tout le temps capter notre attention et nous faire passer le plus de temps possible. Alors justement, le drame d'Annecy, cette agression d'enfants en bas âge, la vidéo relayée, regardée par des enfants, parfois des petits-enfants. Selon vous, est-ce que ça a un impact? Et pourquoi les réseaux sur lesquels cette vidéo a été diffusée ne l'ont pas très vite bloquée? Alors, la vidéo, je pense que la première vidéo a été bloquée. Après, on sait qu'il y a des techniques. Vous recoupez la vidéo, vous la recadrez un tout petit peu, vous la refilmez sur un écran avec votre smartphone sous un angle un tout petit peu différent. Donc l'algorithme a plus de mal à identifier. Certains algorithmes poussent en avant ce type de contenu qui font le buzz. Il y a une influenceuse célèbre d'ailleurs, il me semble une américaine, qui a dit sur Twitter scandale. La vidéo a été retirée. Elle disait, Elon Musk a répondu, le patron de Twitter, je vais me pencher sur le cas. Là encore, ça dépend de la responsabilité des plateformes aussi et de leur volonté. Oui, alors vous savez, Twitter a dit qu'il se retirait de l'accord passé avec l'Union européenne pour justement encadrer les contenus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, le ministre français de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, je crois que l'information date d'aujourd'hui, 1 heure de sensibilisation au harcèlement scolaire, sur les réseaux sociaux en particulier, c'est ce dont il est question. Avant la fin de cette année scolaire, qu'en pensez-vous? Alors, d'après les chefs d'établissement qui en parlent, hein, ça a l'air un petit peu compliqué à mettre en place d'ici la fin de l'année. Moi, écoutez, je veux bien faire une visioconférence avec tous les élèves de France, mais je pense que ça va faire un peu sauter les serveurs des sociétés américaines spécialisées dans les visioconférences ou des serveurs. Et juste en 30 secondes, comment quitter rapidement et vite les réseaux sociaux? On a même un peu plus de temps d'ailleurs, je dois vous le dire. Voilà. J'espère que les jeunes qui nous regardent notamment ne décrochent pas. Si vous aviez une mesure importante, justement, comment, des parents nous regardent, comment vous avez procédé, vous, par exemple? Alors, dans le livre, le téléphone portable. Dans le livre, il y a toute une partie qui est consacrée au dialogue qu'on doit avoir avec ses enfants. Donc, comment leur expliquer justement le modèle économique des réseaux sociaux. Donc, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, capter notre attention pour qu'on y passe du temps, pour pouvoir nous montrer de la publicité. Donc là, il y a toute une partie qui explique ça. C'est le discours que je tiens aux élèves lorsque j'interviens devant eux. Donc, c'est un discours un peu rodé depuis quelques années. Donc, je pense qu'il fonctionne. Donc là, je le livre aux parents. Et puis, il y a aussi tout le paramétrage des réseaux sociaux. Donc là, il y a pas à pas, j'explique comment on peut paramétrer son réseau social, par exemple. Il y a des mesures concrètes. Des mesures concrètes, c'est du concret. Et puis je pense qu'il faudrait tout simplement, une idée parmi d'autres, mettre un compteur, lorsqu'on sait que c'est un enfant qui utilise un réseau social, mettre un compteur, combien de temps il y passe par jour. Mais est-ce que c'est contrôlable vraiment? Je pense que la plateforme peut dire à l'enfant qu'il a déjà passé aujourd'hui 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Alors il y a une prise de conscience. Moi j'ai déjà entendu, ça m'est arrivé, je le dis dans la vie, entendre une fille dire à ses parents, tiens j'ai passé tant d'écran, 4 heures. Le père qui lui réplique, et elle est contente. Et elle a dit, oui, mais il y a la musique que j'écoute aussi, donc il y a quand même aussi, on imagine, une prise de conscience. Mais j'aimerais vous entendre aussi sur une question, c'est que finalement, on pourrait se dire, comme toute révolution technologique, ça va se tasser. Sauf que vous dites, il y a déjà une génération sacrifiée. Moi, je vois une génération sacrifiée en termes d'exposition au contenu pornographique, en termes d'attention qui a baissé, et en termes, effectivement, de harcèlement.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jacques Hainaut. Votre livre donc à apparaître bientôt, hein, c'est ça, jeudi. En librairie jeudi. Voilà, on est dans 3 jours. Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux? C'est chez Télémarque. Vous avez un compte TikTok, Instagram, Twitter, Facebook pour le travail, vous allez dire. Voilà, exactement. Ouais, oui. mais vous y passez pas beaucoup de temps, si forcément. 15 minutes par jour au maximum sur Instagram. J'aime bien les chats. Vous aimez bien Les vidéos de chats. les chats, les vidéos de chats Instagrammables, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.